Bonjour à tous, bienvenue ici à la maison de la Société belge de psychanalyse pour un colloque d'une matinée et on est très heureux de nous retrouver dans cette formule mixte présentielle et distancielle pour cette matinée de travail de la Société de l'Association européenne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc c'est une... j'ai le plaisir, je suis le professeur Mario Speranza, je fais partie du CA de la EPA depuis quelques années et je suis en compagnie d'un certain nombre de membres de l'association qui se réunissent autour d'un thème passionnant qui est celui de la psychopathologie de la complexité et le titre qui a été proposé par Jean-Paul Matteau, que je remercie pour toute l'organisation de cette journée, des perspectives psychanalytiques autour de cette complexité. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à notre premier intervenant, le professeur Alain Melker, qui est président de la Société belge de la EPA. Il est pédopsychiatre, psychanalyste, et qui va introduire cette journée. Donc, je passe tout de suite la parole à Alain, et je le remercie pour cette première intervention. En première approche, semble-t-il qu'on peut, si on parle de la complexité de notre monde, de notre société actuelle, il me semble que de façon un petit peu évidente, il y a deux niveaux. Ça, c'est évident. Je dirais c'est une sorte de truisme, bien sûr. Il y a un niveau micro, l'individu, la famille, et un niveau macro, au niveau de la société. Alors, au niveau micro, qu'est-ce qu'on peut penser actuellement par rapport à cette idée de complexité? C'est une distinction, une évolution qui me paraît, moi, extrêmement fascinante, je dirais, actuellement, c'est ce passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Donc, ce passage d'une référence où la loi est extérieure à soi, et à un mode de pensée où on a le compte, finalement, à rendre qu'à soi-même, autonomos. Alors, bien sûr, l'hétéronomie antérieure, c'était finalement plus simple. C'était la religion, c'est l'État, c'est une série de choses. La loi est en dehors et la loi, en quelque sorte, cadre la pensée. Ici, d'où cette idée de complexité, évidemment, qui arrive, c'est la notion d'autonomie que nous traversons actuellement, où chacun, finalement, est un peu sa loi. Ce qui génère, effectivement, au niveau de la famille, notamment, une grande instabilité, des remises en question, des conflits, et des choses qui, effectivement, vont être l'occasion de tensions, de divergences, évidemment, puisque chacun est hors sa loi, chacun revendique quelque chose. Moi, en tant que thérapeute d'adolescents, je suis frappé par l'attitude aussi bien des jeunes eux-mêmes que des parents, d'ailleurs, au niveau de la scolarité. Je ne sais pas ce que vous pensez comme analyse là-dessus, mais moi je suis frappé par le fait qu'on est passé de ce que j'appellerais de façon un peu caricaturale l'obligation scolaire à une option scolaire. L'école devient une sorte de choix. On a envie d'y aller ou pas. Nombre de jeunes qui viennent effectivement et qui disent mais non, moi je n'aime pas l'école. J'aime pas l'école, j'ai pas envie d'y aller, ça sert à rien. Bon, voilà. Alors, ça dit quelque chose de la famille, bien sûr, ça dit quelque chose de la société, bien sûr, parce que l'argument officiel, c'est de toute façon, pourquoi faire? C'est quand même pour être au chômage, etc. Mais enfin, bien au-delà de ça, il y a là un élément, un questionnement, complexité, un questionnement qui ne se posait pas et auquel nous sommes confrontés, je trouve, très fort en tant que pédopsychiatre. Alors, quand je disais la famille, ben là aussi, au niveau de la famille, je suis aussi frappé par le fait que beaucoup de parents ont une attitude qui peut être assez, qu'on pourrait appeler tolérante, mais qui pose quand même question par rapport à leur enfant. Mais si je veux qu'il aille à l'école, mais et dans le mais, il y a évidemment là, tout à fait l'ouverture à ce que le jeune n'y aille pas. Autre exemple de l'autonomie, un sujet qu'on développe pour le moment au CHU de Liège,
qui me passionne personnellement, c'est la question transidentitaire. Ça, pour moi, c'est le sommet de l'autonomie, évidemment, tel que je la conçois de façon un peu caricaturale, mais voilà, on est là pour accompagner les jeunes, mais c'est le défi à la loi naturelle. La loi naturelle se trompe. Dieu sait que dans une logique d'hétéronomie, la loi naturelle, c'est quand même un invariant, un intangible, vous faites tout ce que vous voulez, mais non, la nature se trompe, et donc, voilà, on est dans quelque chose là où l'autonomie prime, je dirais, sur la loi naturelle. Alors, au niveau macro, dans l'argument que vous avez reçu, Jean-Paul avait indiqué un certain nombre de choses, hein, sur notamment la globalisation, l'aliénation, ce qu'il appelle l'aliénation consumériste. On pourrait ajouter évidemment aussi plein de choses, bien sûr, l'intelligence artificielle, et aussi peut-être ce que Ansermet avait appelé dans ses bouquins la fabrication des enfants. Avec tout cela aussi génération de complexité. Et donc, évidemment, si on pense de nouveau à nos ados, on peut pas, en termes de société, passer à côté de la question des réseaux sociaux, de la virtualisation de leur relation au monde, avec c'est une complexité, effectivement, une complexification, peut-être devrais-je dire, de notre travail. Alors, est-ce qu'effectivement, eux sont peut-être plus... On en parlait justement aussi hier, certains sont très à l'aise, plus que nous sans doute, par rapport à des entretiens en virtuel. Bon, mais entre eux, en tout cas, il y a cet usage effréné, évidemment, des relations virtuelles, avec évidemment cette explosion des interlocuteurs, des likes, des supposés amis, ou pas, hein, d'ailleurs, qui font finalement perdre aux jeunes le contrôle de la relation. C'est bien tous les problèmes de cyberharcèlement, par exemple, etc., et qui embrouillent évidemment considérablement le travail. Nous sortons ensemble, disent de nombreux jeunes, dont il apparaît très vite, et mais c'est pas toujours évident à comprendre, qu'ils ne se sont en fait jamais rencontrés physiquement, mais ils sortent ensemble. Alors, on se trouve là, je trouve, confronté face à une sorte de ce qu'on pourrait appeler une polysémie du virtuel, dans le sens où c'est une relation virtuelle, puisqu'elle repose sur l'image de soi qu'on partage avec l'autre, etc. Mais dans l'autre sens de virtuel, est-ce que cette relation est aussi virtuelle, c'est-à-dire comme la graine est un arbre virtuel? Est-ce que la relation virtuelle est la graine de l'arbre relationnel qui va poursuivre? Et donc, nous avons affaire avec ces choses-là. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en tout cas, ce passage à la virtualité de la graine, si je puis dire, ça n'arrive évidemment pas tellement souvent, et c'est à nous alors de nous retrouver face au réel, qui est la souffrance, parfois bien grave, de ces jeunes, et auxquels effectivement nous devons répondre. Complexité donc, dans cet ensemble d'approches que je souhaite vous soumettre comme ça ici pour cette journée. Et puis alors aussi peut-être, en second point, et qui sera peut-être plus court, donc quelque chose qui relie un peu nos deux orateurs, à la fois Bernard Gols, que nous saluons, qui est à Paris, en visio, et Jean-Paul, qui est présent ici, en remontant un peu à la naissance, c'est-à-dire, en fait, on va chercher une notion qui, me semble-t-il, les relie, mais il y a plein de choses qui les relient, mais en tout cas, une notion qui les relie et qui, en tout cas, je crois, est assez importante, c'est la notion de néothénie. Et en effet, puisque nous parlons beaucoup de l'évolution de la société, de la complexification de la société et de nos rapports à cela, il faut donc remonter effectivement à la naissance, il faut donc remonter à cette néothénie qui est, comme on sait, qui est l'immaturité, la grande immaturité physiologique du bébé humain. Ce qui est un gage de fragilité, certes, au départ, mais qui est aussi un gage de richesse, puisqu'il y a une multitude d'évolutions possibles, beaucoup plus que dans les animaux qui sont effectivement beaucoup plus verrouillés dans leur patrimoine génétique. Cette dépendance extrême de l'environnement, Jean-Paul Matteux l'appelle la coémergence de l'individu et de l'environnement, et c'est bien ça, cet échange permanent entre cet échange permanent qui définit l'épigénétique
d'une part, et son pendant interne, si on se place sur ce côté plus biologique, et son pendant interne qui est la neuroplasticité. Et dans cet équilibre entre un monde extérieur qui va influencer et notre boîte qui va pouvoir s'adapter, etc., peut émerger la vie psychique, comme une sorte de circulation entre l'intérieur, le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur, comme potentiel de création et de créativité, mais aussi sans doute de destructivité. Alors voilà, je crois que la journée, elle est là pour un petit peu réfléchir à ces différents aspects de cet environnement, qu'est-ce que nous maîtrisons finalement de cette nouvelle complexité dans le cadre de notre travail. Voilà, je vous remercie. Merci Alain pour cette introduction qui pose un peu le cadre de cette matinée. Et donc je donne la parole donc pour la première intervention à Bernard Goltz qui va intervenir par visioconférence. Juste pour présenter rapidement Bernard Goltz, il est l'actuel président de l'AEPA Europe, donc professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ancien chef de service de l'hôpital Necker à Paris et grand expert notamment du bébé et du développement psychique du nourrisson et des relations précoces. Donc il connaît parfaitement cette complexité liée à la néotonie et l'environnement que Alain vient d'évoquer. Donc Bernard, à toi la parole. Merci beaucoup. En tant que président de l'AEPA Europe, c'est vrai que cette matinée de travail international est une excellente idée. Vraiment un grand merci Jean-Paul et merci à la section belge d'avoir pris l'initiative de cet événement au sortir d'une année par ailleurs si compliquée. C'est une excellente idée sur le plan de la forme et c'est une excellente idée sur le plan du fond. Sur le plan de la forme, cette matinée de travail international n'est ni un congrès européen, bien sûr, ni une journée strictement nationale, mais une journée organisée par une section et ouverte à l'ensemble des sections. Je crois que là, il y a un modèle un format très dynamique et très intéressant et qui permet aujourd'hui de rappeler, je le dis aussi souvent que je peux, que la psychopathologie qui nous réunit est une psychopathologie plurielle aujourd'hui, une psychopathologie au pluriel. Bien sûr, il y a la psychopathologie psychanalytique, qui est la plus ancienne, sans doute, qui a été la plus approfondie, mais il y a une psychopathologie systémique et familiale, il y a une psychopathologie de l'attachement, il y a une psychopathologie cognitive, il y a même une psychopathologie développementale qui émerge en référence aux théories bayésiennes du développement. Voilà, donc l'AEPA a veillé à toutes ces composantes, mais bien sûr à ne pas perdre son ancrage dans une psychopathologie psychanalytique et une journée comme aujourd'hui est certainement très importante de ce point de vue-là. Et puis c'est une excellente initiative sur le fond aussi, parce que Jean-Paul a tout à fait raison, la psychanalyse, si elle veut survivre, ça fait suite à mes propos précédents, a besoin de se confronter à une complexité qui dépasse le couple sujet-objet traditionnel et qui tienne compte à la fois des liens en deçà de l'objet et de l'environnement au-delà de l'objet. C'est le thème qui a été retenu pour cette matinée avec nos deux interventions. La mienne se situera plutôt dans le registre pré-objectal chez le bébé. Je crois que Jean-Paul interviendra plutôt sur la composante environnementale au-delà de l'objet. Il y a là vraiment une thématique à suivre et qui est vraiment très très passionnante. Voilà, donc pour toutes ces raisons, évidemment, je suis heureux que Jean-Paul m'ait confié la rédaction de la préface de son livre sur le soi disséminé, où il y a vraiment là une force de proposition importante sur le plan métapsychologique. Alors ce soi disséminé, moi je l'entends comme une lutte justement à l'encontre d'une permanente propension au clivage. Et j'aurais commencé mon intervention par cette question de notre propension au clivage qui est sans doute ancrée dans notre fonctionnement psychique. Le premier clivage, qui est notre ennemi public numéro 1, c'est le clivage entre le corps et la psyché.
J'ai beau être enseignant à Paris Descartes, je sais à quel point le dualisme cartésien nous a fait du mal, notamment pour penser le développement du bébé. Le bébé pense avec son corps. On a voulu nous faire croire, c'est Didier Houzel qui insistait là-dessus, on a voulu nous faire croire qu'on ne pensait qu'avec notre cerveau. C'est tout à fait faux. On pense avec notre cerveau, mais on ne pense peut-être pas que avec notre cerveau. Et le bébé, le très jeune enfant, nous montre que l'intelligence et l'action, le corps et la psyché sont absolument indissociables. C'est pas une affaire nouvelle, hein. Jean Piaget parlait de l'intelligence sensorimotrice, et nous savons bien sûr que que le bébé a besoin de mettre sa pensée en images motrices. Ces images motrices, ces figurations corporelles, préverbales, symboliques, proto-symboliques, qui ne sont pas un reflet de la pensée, mais qui sont la pensée incarnée, la pensée en corps, dans le corps. Voilà. Donc, le premier clivage qu'il faut dépasser, bien sûr, autant que faire se peut, c'est ce clivage entre le corps et la psyché, qui a donné lieu, on le sait bien, dans l'histoire de notre discipline, de la pédopsychiatrie, à ce clivage qui n'en finit plus entre organogénèse et psychogénèse. Ça s'est joué dans à propos de toutes les catégories nosologique, en particulier à propos de l'autisme. On y est encore en partie. Est-ce que l'autisme a une cause endogène et purement neurodéveloppementale? Est-ce que l'autisme a une cause extérieure, exogène? Je crois vraiment que j'espère en tout cas, que dans 50 ans, ces discussions seront devenues dérisoires et que probablement une causalité épigénétique aura émergé permettant de dépasser ce clivage entre organogénèse et psychogénèse. Troisième clivage que chacun connaît, c'est le clivage entre une clinique de l'instant, la clinique de l'évaluation, qui est extrêmement importante évidemment, et une clinique de l'histoire, qui remet la clinique de l'instant dans le fil de l'histoire de l'enfant, de ces deux filiations, maternelle et paternelle. C'est cette prise en compte et de la synchronie et de la diachronie est évidemment difficile, mais c'est aussi un des aspects les plus passionnants de notre métier. Je passe sur un autre conflit, un autre clivage, qui est dans notre champ psychanalytique le conflit ambivalentiel primaire entre pulsion de vie et pulsion de mort, mais là chacun sait que Freud avait beaucoup insisté pour dire que les pulsions de vie et les pulsions de mort sont intriquées, justement, on ne peut pas les cliver. Je crois qu'il a indiqué que la mélancolie peut-être était une pure culture d'instinct de mort, mais en dehors de cette circonstance particulière et discutable, la pulsion de vie et pulsion de mort ne doivent évidemment pas être clivées. Et puis j'en viens à ce clivage contre lequel je crois, enfin à propos duquel je crois le livre de Jean-Paul nous est très précieux, c'est le clivage sujet-objet. Et le clivage aussi du couple sujet-objet par rapport à l'environnement, et c'est le dernier clivage que j'aborderai. Quand on réfléchit un tout petit peu à l'histoire de la pensée psychanalytique, je vais être un peu trop schématique là, je m'en excuse, mais c'est pour être bref aussi. D'une certaine manière, il y a deux grandes périodes, avant 1950 et après 1950. Avant 1950, c'est cette première partie du travail de Freud et de ses collègues de l'époque qui a mis l'accent sur le sujet, qui a mis en place, développé la théorie des pulsions, hein, ce qui émane, ce qui vient, ce qui provient du sujet lui-même, sa force pulsionnelle. La psychanalyse à cette époque-là s'est beaucoup intéressée aux orifices corporels et aux pulsions partielles, chacun le sait, les pulsions orales, les pulsions anales, les pulsions phalliques, et à cette époque-là, enfin schématiquement, les traumatismes qui ont été les plus étudiés sont sans doute des traumatismes par excès d'excitation, des traumatismes par débordement, par submersion, par intrusion, les traumatismes dont s'est principalement occupé Freud. Après 1950, il y a une petite bascule, une bascule
puisque avec l'école kleinienne et post-kleinienne, la théorie des relations d'objets vient compléter en quelque sorte la théorie des pulsions d'objets. On continue à s'intéresser bien sûr à ce qui vient du sujet, mais le rôle de l'objet dans le devenir de cette participation du sujet est pris de plus en plus en considération. En même temps, ce sont peut-être moins les orifices corporels et les pulsions partielles qui intéressent, mais plutôt les enveloppes, la peau. Pour aller vite, je dirais qu'on passe d'une psychanalyse un peu orificielle à une psychanalyse plus cutanée, avec tous les travaux d'Sterbic, d'abord, bien sûr, sur la peau, qui se sont poursuivis en France par ceux de Didier Anzieux, sur le moi-peau, les enveloppes, Didier Houzel, Geneviève Hague. On a prochainement en France un colloque sur les enveloppes psychiques, qui va être organisé par Denis Mélier et la Wayne France. Et parallèlement au traumatisme par excès d'excitation, dans cette deuxième partie du XXe siècle, apparaît tout un intérêt pour les traumatismes en creux, par défaut d'excitation, par défaut de contenance, et donc tout ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique du vide. Voilà, donc on voit bien comment s'est développée la pensée psychanalytique tout au long du XXe siècle. Et évidemment, il ne faudrait pas entendre mes propos comme un clivage. La théorie des relations d'objets ne remplace pas la théorie des pulsions d'objets, la psychanalyse cutanée ne remplace pas la psychanalyse orificielle, et les traumatismes en creux ne remplacent pas la question des traumatismes par excès d'excitation. Et d'ailleurs, Freud était très lucide là-dessus, dans un texte pas très souvent cité sur la création littéraire et le rêve éveillé. Il nous rappelle qu'un des problèmes de l'être humain, c'est que nous ne savons renoncer à rien. Et donc, il faut garder toutes ces théories en tête sans les cliver les unes des autres. Donc on peut aujourd'hui travailler sans cliver la question du sujet et la question de l'objet. Mais la question est de savoir qu'est-ce qui se passe avant le couple sujet-objet et qu'est-ce qui se passe au-delà du couple sujet-objet. Donc, mon propos se penche plutôt sur l'en-deçà du couple sujet-objet, et Jean-Paul, après moi, parlera plutôt de l'au-delà. Alors, si on veut se pencher pour ne pas que le couple sujet-objet soit comme une espèce d'îlot, d'une espèce de territoire insularisé qui ne tienne compte ni de l'en-deçà ni de l'environnement. Et je crois que Jean-Paul a raison de dire qu'il en va vraiment de l'avenir de la psychanalyse. Là. Si on continue à se focaliser uniquement sur cette entité qui a évidemment son importance, sa valeur et son histoire, sans se préoccuper de ce qu'il y a en deçà et de ce qu'il y a au-delà, on limite, on réduit, on contraint beaucoup la pensée psychanalytique. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait penser à une psychanalyse, à un travail psychanalytique qui se situerait en deçà de la naissance même de l'objet. Et bien sûr, je ne vais indiquer que quelques pistes de réflexion que je travaille beaucoup en ce moment, depuis quelques années maintenant, avec Sylvain Missonnier. Sylvain Missonnier et moi, on vient d'ailleurs de publier dans la collection du Fil Rouge des presses universitaires de France, il y a quelques semaines, un livre qui s'appelle « Le fœtus / bébé au regard de la psychanalyse vers une psychopathologie périnatale » pour l'interrogation. L'idée étant de réfléchir à quel topic on peut se référer dès lors qu'on travaille avec des bébés ou des patients très peu différenciés encore. Je pense aux enfants autistes, mais pas seulement. Et dans cette réflexion, avec Sylvain Missonnier, donc, et je propose l'idée que nous avons peut-être besoin de décondenser un petit peu le concept de relation d'objet, de représentation d'objet. C'est un concept très important, très utile, mais qui est quand même assez macroscopique. Et quand on parle de la représentation de l'objet, de la mère pour le bébé, par exemple, quand on parle de la représentation de l'objet, au fond, c'est assez difficile de savoir si on parle de la représentation de la place de l'objet, qui est une chose en soi, la représentation des liens à l'objet, qui est un deuxième niveau, ou de la représentation de l'objet lui-même. Et j'aurais tendance à penser en ce moment que ces trois niveaux, ces trois composantes de la représentation d'objets s'instaurent sans doute assez vite, mais quand même progressivement
dans le cours du développement précoce. La représentation et l'idée que je défends, c'est que la représentation des liens à l'objet, je vais en dire un tout petit mot dans un instant, précède quand même nettement la représentation de l'objet en tant que tel. La représentation de la place de l'objet, je vais peut-être laisser ça de côté pour aujourd'hui. Je crois que c'est très important et très mobilisateur. Peut-être ça nous renvoie à ce que Bion a évoqué sous le terme de préconception, la préconception du sein en particulier. Le bébé cherche le sein où il a coutume d'être, non pas sur le corps de la mère, mais dans ses représentations, dans ses proto-représentations. La représentation de la place de l'objet est sans doute assez importante. Peut-être ça correspond aussi à tout le registre du virtuel que Sylvain Missonnier, justement, essaye de développer aujourd'hui. Moi, ça me fait penser, pour laisser ensuite ce premier niveau de côté, ça me fait penser à ce que René Dietkin disait il y a déjà longtemps. Il disait, mais on s'étonne parfois que certains enfants en consultation ne veuillent pas nous parler. Et moi, disait-il, il avait une pensée souvent assez stimulante et paradoxale comme ça, moi, ce qui m'étonne, disait René Dietkin, c'est que tant d'enfants, 90% des enfants acceptent de nous parler alors qu'ils ne nous connaissent absolument pas. Et il y a là une question, est-ce qu'ils ont, et ils n'ont évidemment pas une représentation précise de ce que c'est qu'un psychanalyste, un psychologue ou un pédopsychiatre, mais est-ce qu'ils n'ont pas une proto-représentation, une pré-représentation de la place de l'adulte qui lui est nécessaire, le Nebenmensch de la psychanalyse, l'autre, l'être humain proche, l'autre secourable. Alain Malcher rappelait l'importance de la néoténie tout à l'heure. La néoténie fait que l'enfant a absolument besoin d'un adulte pour s'occuper de lui, d'un parent, d'un professionnel, éventuellement d'un psychothérapeute. Et peut-être que cette pré-représentation de la place de l'objet est très importante dès le début de la vie, avant même la question des liens et la question de l'objet. Et je vais laisser ça de côté pour me pencher sur la question des liens. Parce que si on veut que la psychanalyse puisse concerner des bébés ou des patients très peu différenciés, il est effectivement important qu'on ait une topique qui soit adaptée à cela. Et je pense qu'une topique du lien nous est nécessaire, même si en ce moment une grande discussion avec René Roussillon est en train de s'ouvrir sur ce sujet. La représentation des liens précède la représentation de l'objet. Je vais vraiment être très court, mais qu'on pense les choses dans le domaine de l'attachement, avec par exemple les modèles internes opérants, les Internal Working Models d'Inge Brüsserton, qui sont une représentation mentale du type de lien d'attachement que le bébé a observé, a organisé avec son environnement. Les bébés sont de très grands observateurs. Personnellement, je trouve que les bébés sont très intimidants, parce que les bébés nous observent, les bébés nous scrutent, les bébés sont des très grands cliniciens de nos émotions et de nos affects. Ils envoient des signaux, et puis ils observent jour après jour, séquence après séquence, comment ça revient. Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on répond vite? Est-ce qu'on répond fort? Est-ce qu'on répond comme d'habitude ou pas comme d'habitude? Et l'enfant va travailler sur des tout petits écarts. C'est magnifique. Voilà. Donc le bébé est un très grand clinicien de l'adulte. Et donc dans le domaine de l'attachement, ces modèles internes opérants sont des représentations mentales de toutes ces observations qu'il a faites en termes de réponse de l'adulte dans le système de l'attachement au fil des jours. Mais si on prend l'accordage affectif de Daniel Stern, ce qu'il a appelé les représentations d'interaction généralisées sont également des représentations mentales du style interactif que le bébé a noué avec l'adulte, et au fil des jours et des rencontres, il va observer l'adulte et pouvoir se faire un tableau un petit peu rythmique, interactif, de savoir si sa mère est plutôt unimodale ou transmodale, plutôt intense ou atténuée, plutôt immédiate ou différée. Et vous voyez et il a appelé ça des représentations d'interaction généralisées. Mais ce que j'essaie d'indiquer, c'est que ces modèles internes opérants ou ces représentations d'interaction généralisées sont des représentations du lien, du style de lien, de la dynamique des liens que le bébé instaure avec l'adulte, mais ils ne nous disent rien encore
de l'adulte en tant que tel. Savoir si la mère est plus unimodale, transmodale, immédiate, etc., ne nous dit pas si la mère est plutôt blonde, plutôt brune, plutôt jeune, plutôt... Ça ne dit rien de l'objet encore. C'est une représentation du lien à l'objet, et ça, c'est une représentation intrapsychique du lien interpersonnel à l'objet, et cela peut être très précoce et bien avant la représentation de l'objet proprement dit. Pour faire une petite évocation artistique à ce sujet, je cite Geneviève Hague, qui a évidemment une grande observatrice de bébés, grande thérapeute d'enfants autistes en France, et qui a beaucoup insisté sur le fait que ces premières représentations du lien pour le bébé sont des représentations assez abstraites, au fond. Et elle dit, il se passe pour le bébé un petit peu ce qui s'est passé pour l'humanité. Elle s'appuie là sur les travaux d'André Leroy-Gourand, qui est un spécialiste de l'art préhistorique, et qui a fait remarquer que dans l'évolution de l'art lors de la préhistoire, les grottes de Lascaux, dans les grottes de Lascaux, c'est des peintures figuratives, des scènes de chasse, des scènes de pêche, des scènes de guerre, des représentations d'objets. Mais dans des grottes beaucoup plus anciennes, on trouve des représentations abstraites, des ellipses, des quadrillages, des obliques, dont on ne saura jamais vraiment la signification pour ceux qui les ont faites. C'est un livre magnifique, au fil du temps, mais qui peut-être avait un lien avec les rythmes, le rythme des jours, le rythme des saisons. Enfin, en tout cas, dans l'évolution de l'art abstrait précède et de loin l'art figuratif des grottes de Lascaux. Et Geneviève Hague dit, pour le bébé, c'est un petit peu pareil. Il se fait d'abord un portrait rythmique, interactif de sa mère en termes de représentation des liens, bien avant de se représenter l'objet proprement dit. On pourrait conclure ce passage en disant que dans le jeu du Forte-Da, de la bobine que tout le monde connaît, c'est comme si en quelque sorte la ficelle comptait pour le bébé, la représentation de la ficelle comptait encore plus et plus tôt que la représentation de la bobine. Voilà, alors si on accorde cette préséance de la représentation du lien sur la représentation de l'objet, on peut peut-être établir une topique du lien parce que le travail avec le bébé, enfin je suis de ceux qui pensent en tout cas que le travail avec le bébé, le travail avec les autistes ne nous impose aucun renoncement particulier à nos repères psychanalytiques. On peut, quand on travaille avec ce type de patient, on peut se référer à la théorie des pulsions, si on en a envie. On peut et on doit se référer à la théorie de l'après-coup, quitte à la modifier un petit peu pour tenir compte des traumatismes très précoces. On peut se référer à la théorie de l'étayage. Le bébé et les patients indifférenciés, ceux qui sont avant le repérage de l'objet, ne nous imposent qu'une remise au travail du point de vue topique. Parce que la métapsychologie freudienne est une métapsychologie intrapsychique et que les deux topiques freudiennes, le préconscient, conscient, inconscient et le ça et le moi et le surmoi ont été faites pour des sujets différenciés. Le bébé n'en est pas là, l'autiste non plus. Certains patients en réanimation ou en coma non plus. Et quel topic on peut employer avec des patients aussi particuliers? Peut-être une topique qui repose d'abord sur la représentation intrapsychique du lien. Et je terminerai en disant que c'est pas simplement un point de vue théorique, c'est parce que ça ouvre sur ce que j'appelle personnellement une demande particulière. Quand on travaille avec des bébés ou des enfants autistes, on sent bien deux choses. On sent que ces enfants ne nous demandent rien au début en tant que nous-mêmes, en tant qu'une demande adressée à nous précisément. En même temps, ils nous demandent quelque chose. Mais c'est une demande qui n'est pas une demande objectale, qui n'est pas adressée à un objet, ni de manière manifeste, ni de manière latente. C'est une demande que j'appelle intransitive. Un peu comme en grammaire, on dit les verbes intransitifs sont sans complément d'objet. Là, c'est une demande qui va vers l'extérieur, vers l'environnement. Vous voyez, je vais passer la main dans 2 minutes à Jean-Paul, parce que c'est quelque chose qui va vers le dehors. Toute substance vivante a une propension à investir un mouvement vers le dehors, même si ce dehors n'est pas encore peuplé d'objets bien différenciés. Il y a déjà très longtemps,
plus de 50 ans, Serge de Bolussi avait eu cette phrase un petit peu énigmatique, l'objet peut être investi avant d'être perçu. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce travail sur la représentation des liens, on peut se dire que ce qui est investi avant que l'objet soit différencié, ce qui est investi, c'est une représentation du mouvement vers le dehors. Et quand je repense aux bébés et aux enfants autistes, je ressens cette problématique clinique, technique, et théorique, intéressant, c'est qu'il ne nous demande rien à nous en tant qu'objet, mais il nous demande d'être un environnement qui va renvoyer quelque chose, un rebond, un retour, un renvoi à propos de ce lien qui nous est lancé, l'investissement du lien qui nous est lancé, mais déjà chez le bébé, avec une représentation psychique de ce lien. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Toutes ces réflexions, pour moi, font partie aussi de mon travail actuel sur le processus qui mène de l'être à l'existence, pour se sentir être. Je suis parti bien sûr du sense of being de Winnicott. Pour se sentir être, on a probablement besoin de personne, tandis que pour se sentir exister, on a besoin de rencontrer le travail psychique de l'objet, parce que dans exister, il y a ex, qui renvoie justement à l'autre, à l'objet, à l'extérieur. Et Winnicott avait parlé de manière très précieuse de la mère comme premier moi environnement. Et là, je pense qu'il y a un pont de passage entre ma réflexion et celle de Jean-Paul. Avant de penser l'objet, avant de s'enfermer peut-être dans un couple sujet-objet trop focalisé, peut-être qu'il faut penser à un sujet qui envoie quelque chose vers un environnement très global et qui sera progressivement différencié, mais ultérieurement. Je termine ce matin même à la radio, j'entendais que une communication du Haut Conseil pour les réfugiés, qui en 2021, il y a 82 millions de réfugiés déplacés dans le monde, c'est-à-dire à peu près un être humain sur 100. Pour des raisons diverses, ce qui est évidemment énorme. Et je me disais là que vraiment des travaux comme ceux de Jean-Paul qui nous aident à penser que ce qui compte pour nous, c'est pas simplement notre environnement trop restreint, contraint au couple sujet-objet focalisé, mais vraiment un rapport au monde dans son ensemble qu'il faut penser et que la psychanalyse a aussi à penser. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Bernard pour cette conférence passionnante. Je trouve que ce que tu évoques de la différence entre la représentation du lien à l'objet et l'objet lui-même, je trouve très éclairante, tu la positionnes pour le bébé et les formes de psychopathologie très précoces. Je trouve qu'elle est à élargir de manière plus générale aux relations thérapeutiques, entre ce qui est du processus thérapeutique, donc de la dynamique du processus, et ce qui est du contenu qu'on transmet au niveau de la relation thérapeutique. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant, cette ouverture au-delà du bébé et des premières phases du développement. Je laisse la parole à Christine Frisch qui va faire un commentaire, une discussion de cette présentation. Voilà, bonjour à tous. Je remercie Jean-Paul, toute l'équipe AEPA Belgique de m'avoir invité. Et ce qui m'a été en fait demandé, c'est de faire une discussion du livre de Sylvain Missonnier et Bernard Goltz, dont Bernard vient de nous parler dans son intervention. Alors je voulais dire que avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens vraiment à dire combien j'ai apprécié le livre de Sylvain et Bernard, que j'ai trouvé particulièrement décoiffant. Nos deux auteurs déclinent des idées révolutionnaires, passionnantes. Pour moi, chaque page a été source de découverte et les croisements multiples entre psychanalyse, historicité des concepts, apport des auteurs contemporains, neurosciences, philosophie, art, apportent de nouvelles ouvertures vers l'indispensable interdisciplinarité pour penser notre clinique périnatale, mais aussi postnatale d'aujourd'hui. Et beaucoup d'allusions ont été faites au livre de Jean-Paul aussi.
il est très difficile de résumer la richesse foisonnante des idées développées dans ce livre, et j'ai donc choisi pour la discussion de ce matin quelques axes qui m'ont particulièrement mise au travail. Après avoir revisité les auteurs psychanalytiques du siècle dernier, fait le lien avec ceux d'aujourd'hui, les auteurs passent aux nouvelles connaissances sur le développement de l'embryon et du fœtus. Sylvain et Bernard nous emmènent vers une métapsychologie de la grossesse et du fœtus, une métapsychologie périnatale. Ce qui est bien sûr tout à fait sujet à controverse pour différentes raisons. Tout d'abord, le point de vue idéologique et éthique de l'existence ou la non-existence du fœtus. Là, nous percevons bien combien cette question est délicate, mais aussi car cela questionne notre métapsychologie classique, celle des conflits névrotiques et édipiens, d'une relation d'objet qui se construirait après la naissance. Ici, vous mettez en avant une conflictualité archaïque, complexe, ambivalente, et une relation d'objet prénatale dont les pré-représentations, comme tu l'as dit Bernard, se déploieraient pendant la grossesse avant que l'objet ne soit différencié. Vous parlez d'ailleurs de relations d'objet virtuelles, c'est-à-dire en devenir, en potentialité. La grossesse comme une hétérogreffe réussie contiendrait déjà en elle une greffe de la part paternelle, peut-être précurseuse d'une future triangulation biologique, voire psychique. Le placenta pourrait être le premier objet tiers pour le fœtus, son compagnon de voyage. Il a de multiples fonctions de communication biologique avec celui-ci, mais il est aussi source d'un environnement rythmé, globalisant pour le futur bébé, qui fait penser aux fonctions de maintenance, de contenance, de protection et de par-excitation décrites dans le Moipeau de Didier Anzieux. Plusieurs théorisations sur la défaillance de ce placenta ont amené à questionner les troubles psychosomatiques. Mais c'est un sujet complexe, je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Les compétences sensorielles du fœtus lui permettent, dès les premières semaines de gestation, d'avoir des communications avec son environnement, entre autres l'environnement sonore et l'objet sonore de la voix maternelle, véhicule des états émotionnels de la mère et de ses pensées, représentant le principe d'altérité de l'autre avec lequel il est possible d'entrer en relation. Voix qui parle et qui se tait, et qui pourrait être la précurseuse de la perception du couple présence-absence fondamentale dans le développement du psychisme. Ce qui interroge, et ce serait une question à vous poser, sur l'impact des nouvelles technologies, comme la grossesse pour autrui, qui donnerait au fœtus l'environnement sonore de la mère porteuse, du père, de sa famille, et que le bébé perdrait alors lors de la naissance et de son adoption par d'autres parents. Comment réfléchir à ce brutal changement de paradigme alors que vous insistez sur l'importance de tout ce qui se développe pour la vie fœtale? On trouve ça bien sûr aussi dans d'autres constellations, mais ici c'est quelque chose à quoi nous participons en tant que soignants. Ce qui nous amène à la continuité entre vie fœtale et période postnatale. Comment imaginer la pensée qui se développe chez le fœtus en s'appuyant sur ses capacités sensorielles qui s'enrichissent au cours des semaines de gestation? Sylvain et Bernard défendent l'hypothèse d'une condition fœtale propice à l'étayage dialectique d'une conscience thétique, c'est-à-dire une conscience assertive, existentielle, en émergence sur une conscience qui serait alors pré-réflexive. Le sens tactile est extrêmement précoce. Les récepteurs somesthésiques se développent dans les premières semaines, viennent ensuite l'odorat, le goût, l'audition, la vision, la proprioception, en coordination avec tous les sens, ce qui permet de déployer ce dialogue fœto-maternel qui participe certainement aux interactions prénatales et aux prémices d'une organisation relationnelle. Les paragraphes sur la motricité active et passive du futur bébé, on va dire aussi comment la motricité libérée est en écho à la future ou peut-être à la déjà liberté de penser, sont absolument passionnants pour appréhender la différence entre le sentiment d'être et le sentiment d'exister.
Vivre le fait de vivre dans le ventre de la mère, sans conscience réflexive, pourrait engendrer, de manière très précoce, le sentiment d'être, mais pas le sentiment d'exister qui, lui, se développerait en présence de l'objet réel. Il y aurait d'une part une continuité entre les potentialités prénatales du fœtus, qui bien sûr continue à se développer après la naissance, et celle du bébé, en interaction avec le chemin prénatal et postnatal des parents. L'observation échographique prénatale nous montre à travers de nombreux exemples les compétences du futur bébé et les dialogues qui se déclinent avec son environnement. Vous soulignez combien cet espace échographique peut devenir un lieu privilégié d'échange et d'ouverture psychique avec les devenants parents, à condition d'être à leur écoute. L'échographie permet aussi de mettre en évidence la continuité, malgré sa rupture lors de la naissance, entre un certain nombre d'expériences à retrouver après coup, durant toute la vie. D'après vous, les représentations parentales se déclineraient à 3 niveaux. La place de cet objet fœtus particulier, deuxièmement, celle des futurs liens qui se nourront avec lui, et troisièmement, celle de l'enfant en tant que tel. L'enfant fantasmatique et narcissique sont les représentations de l'enfant à venir, et l'enfant rêvé, mythique, culturel, plutôt celle des futurs liens avec lui. Vous faites aussi un détour par la théorie de l'attachement, l'amour primaire, et aussi en interaction, on va dire, avec l'après-coup fantasmatique de la sexualité infantile, de la psychanalyse. Mais tout ça ne vous semble pas antinomique, mais plutôt complémentaire, comme tu viens d'ailleurs de nous le dire, Bernard. Vous parlez d'un inconscient fœtal, ce qui peut sembler en tout cas tout à fait surprenant, en proposant un inconscient sous forme de noyau sensoriel qui serait secondairement sexualisé dans la rencontre avec le fonctionnement psychique de l'adulte. À propos des théories du traumatisme en lien avec celle du stress, mot employé un petit peu à toutes les sauces aujourd'hui, vous privilégiez celui d'angoisse et surtout vous dites combien celle-ci est une forme de protection pour les parents enceints, sauf si elle devient trop invasive. Vous prenez en question l'environnement de la devenant mère et l'importance du devenant père. Autre question, est-ce qu'en tenant compte de tout ce que vous développez comme hypothèse sur la relation d'objet pendant la vie fœtale, est-ce que le père n'aurait pas encore plus de place que nous l'imaginons s'il est présent, interagit concrètement et psychiquement avec le futur bébé? Plusieurs études ont démontré par exemple combien des situations de grossesse et de postpartum difficiles, le fait d'avoir un conjoint attentif et soutenant pour la mère est précieux pour sa santé psychique et l'évolution du bébé. La question de l'intersubjectivité est également passionnante. Celle-ci adviendrait lors de la rencontre avec les parents en postnatal, mais sur fond d'une intersubjectivité primaire qui serait déjà présente en prénatal. Ceci se joue dans le domaine de l'interpersonnel, c'est-à-dire entre les personnes, tandis que la subjectivation, qui se joue dans le registre de l'intrapsychique, se fait par l'intériorisation, mais aussi la spécularisation. Je me suis d'ailleurs demandé là s'il n'y a pas des liens avec les neurones miroirs. En tout cas, l'intériorisation et la spécularisation de ces représentations intersubjectives, qui alors en postnatal, mais en prénatal aussi, sont teintées par la dynamique familiale, l'histoire parentale, l'histoire conceptionnelle, l'inter et le transgénérationnel, le contexte culturel, tout l'environnement, etc. Ce qui me fait associer sur la notion d'identité conceptionnelle. Je reprends la définition de Benoît Bell. Je le cite. « Nous sommes tous conçus d'un homme et d'une femme à tel moment de l'histoire de l'humanité et en tel lieu du monde, avec l'ensemble des déterminants psycho-sociaux, culturels que cela suppose. Ce concept nous amène à questionner en profondeur ce qui se joue lors de la conception d'un enfant, sujet qui actuellement est à l'avant-plan dans la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent.
d'un simple désir d'enfant à sa conception dans un contexte traumatique, tel qu'un inceste ou un viol, ou un contexte de PMA, avec des technologies de plus en plus complexes à intégrer sur le plan psychique, qui peuvent aussi, par exemple, entraîner des réductions embryonnaires, nous recevons dans nos consultations toute la gamme des contextes conceptionnels dont beaucoup mettent à mal nos fantasmes originaires et sollicitent nos mouvements contre-transférentiels en tant que thérapeute. Le chapitre sur l'épigénèse, vous avez, Alain et toi Bernard, reparlé aussi de l'agnoténie, etc. On permet évidemment de soulever 1000 questions autour de l'aîné et l'acquis, vieille discussion dont tu as dit Bernard que tu espères qu'elle sera dépassée d'ici 50 ans. Juste encore un mot sur la relation d'objet virtuel, c'est-à-dire la relation d'objet en devenir, concept que Sylvain a proposé et qui serait la constitution d'un lien biopsychique qui s'établit en prénatal entre les devenants parents qui opèrent une nidification et le fœtus qui s'inscrit dans un processus de nidation. Ce travail psychique, conscient et inconscient du développement de la relation d'objet virtuel aurait comme repère les notions de transitionnalité, de malléabilité et de transformation tout au long de la vie. Le livre se termine sur la proposition d'une troisième topique qui serait, je cite, une topique de la représentation mentale du lien, ce dont tu nous as parlé Bernard, avec l'idée que les liens primitifs pourraient être investis avant même que le sujet et l'objet soient clairement délimités. Merci à vous deux pour ce livre. Merci pour votre ouverture à de nouvelles idées qui nous permet d'enrichir notre clinique périnatale, mais aussi postnatale. Merci Christine pour cette reprise de discussion et du travail de Bernard et de la publication du livre de Bernard et Sylvain. Et donc je vais passer la parole à Jean-Paul Matteau.